Nous allons commencer la première séance avec le premier communicant, qui est psychologue, psychanalyste et professeur au département de psychologie de l'UQAM. Et aussi, nous sommes très fiers de le dire, chercheur associé au Sophir. Alors, Dr Brunet, si vous voulez bien vous avancer. Alors, Louis Brunet, donc, qui travaille avec nous, en fait, depuis l'ouverture du Sophir. Alors, on parlait de synergie entre les universités et les collèges. Lorsque le Sophir a été fondé, M. Brunet était un des premiers à nous contacter pour collaborer avec le Sophir. Et on veut poursuivre donc cette collaboration-là avec nos partenaires universitaires et nos chercheurs associés. Donc, le Sophir, c'est des professeurs de collège comme moi, mais c'est aussi des co-chercheurs et des chercheurs associés universitaires qui nous apportent une expertise qui est extrêmement importante. Donc, aujourd'hui, Dr Brunet va nous présenter une conférence qui s'appelle « La violence cache plus qu'elle ne dévoile, des pulsions aux souffrances ». Dans les diverses définitions courantes, on dit du fanatique qu'il est quelqu'un qui se dit ou se voit inspiré par un esprit divin. On dit qu'il est animé d'un zèle exalté, d'une ardeur immodérée pour une religion ou une idéologie. Mais on parle aussi des fans du Canadien ou des fans de soccer. Et on le sait que les fans de soccer ont été à l'origine de mouvements de foule meurtriers dans plusieurs stades. Et pour ma part, répétez-le à personne, mais j'ai peur des fanatiques de tout acabit depuis longtemps. Entre autres, depuis que mes recherches m'ont montré l'importance des phénomènes de régression groupale et pour parler jargon psychanalytique, depuis que mes travaux ont montré l'inversion des deux instances psychiques dans le fanatisme violent que la psychanalyse nomme le moi idéal et le surmoi. Je ferai d'abord un court topo sur ces deux aspects du fanatisme, la régression groupale et l'inversion de ces deux instances, avant d'aborder un troisième aspect qui est que la violence des fanatiques terroristes, notamment, nous laisse croire qu'ils auraient des pulsions violentes anormales, alors que cette pulsionnalité, en réalité, nous masque une désorganisation narcissique identitaire fondamentale. Depuis 1982, avec mes groupes de recherche, j'ai fait des travaux sur les groupes terroristes. J'ai eu la chance de travailler, de collaborer un peu avec Mme Bibi Tarantelli, qui avait interviewé des membres des Brigades rouges en Italie. J'ai fait des travaux sur les sectes religieuses qui sont devenues violentes. J'ai travaillé aussi sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Déjà Freud en 1921, Wilfred Bion en 1961, René Caisse plus récemment, ont décrit la puissance des phénomènes groupaux sur des individus. Or, la psychanalyse, en dehors de la psychanalyse, la psychologie sociale, notamment les expériences de Zimbardo, dont celle très connue sur la prison, a montré qu'en groupe, les individus les plus normaux, semble-t-il, peuvent commettre les pires atrocités. Et ce qui était fascinant dans mes travaux sur le génocide, c'était de voir que des individus qui semblaient tout à fait normaux pouvaient, en l'espace de quelques semaines, devenir des fanatiques violents, prendre une machette et aller décapiter ceux qui étaient leurs collègues de travail à l'université la veille. Que se passait-il? On ne peut quand même pas croire que tout à coup, des milliers de personnes deviennent en même temps des psychopathes. Qu'est-ce qui faisait que des personnes qui arrivaient à vivre assez bien avec leurs pulsions agressives pouvaient soudainement commettre de telles atrocités? Qu'est-ce qui faisait aussi que des individus qui étaient peut-être à la recherche d'un idéal religieux, peut-être à la recherche d'un sens supérieur à leur vie, s'investissent dans une secte religieuse et tout à coup en arrivent à commettre des meurtres ou des suicides collectifs? Étaient-ils tous devenus psychotiques tout à coup? Ça ne fait pas de sens. Quel était donc le point commun entre ces régressions massives et violentes? Et pour rendre mon propos un peu plus léger, je vous rappellerai qu'il y a 24 ans, des milliers de gens ont pris d'assaut la rue Sainte-Catherine, ont détruit des centaines d'autos, dont des véhicules de police, ont détruit des vitrines, pillé des magasins. Il s'agissait de fanatiques du Canadien de Montréal après leur dernière Coupe Stanley. Heureusement, ça ne risque pas d'arriver cette année, d'après ce que j'ai vu.
Mais il n'y avait pas 2000 voleurs ou 2000 bandits qui ont profité des circonstances. Il y avait un groupe de fanatiques dont les normes morales, sociales, habituelles se sont diluées en quelques heures au point de disparaître, exactement comme dans l'expérience de Zimbardo. Vous connaissez l'expérience de Zimbardo? Je la rappelle en 2 mots. Il divise au hasard, donc c'est dans les années 70, recherche universitaire, il divise au hasard des étudiants, un groupe d'étudiants universitaires, il fait jouer aux uns le rôle de prisonniers, les autres sont les geôliers. La seule règle était que toute forme d'atteinte physique devait être prohibée. Il a dû arrêter l'expérience parce que très rapidement, les geôliers avaient mis en place des mesures extrêmes d'humiliation, de dégradation, et Zimbardo a pratiquement eu peur de sa recherche, il a dû l'arrêter. La dynamique sociale qui s'était installée en quelques jours avait amené le groupe des étudiants geôliers à agir comme des êtres sadiques. Zimbardo fournit une démonstration éloquente de l'influence du groupe sur le fonctionnement individuel, mais il ne propose pas véritablement de théorie explicative. La psychanalyse, Freud, Keyes, d'autres en fournissent des théories explicatives. Depuis longtemps, on sait qu'un groupe dont les membres partagent des idéaux, des passions, crée à l'intérieur du réseau l'équivalent d'un appareil psychique groupal. L'équivalent d'un appareil psychique individuel, mais groupal. Ce que Keyes et moi donc, avons appelé dans chacun de notre côté, sans se consulter, un appareil psychique groupal, et donc qui vont permettre à l'individu d'abandonner relativement son jugement personnel pour adopter un nouveau type de fonctionnement. Le groupe travaille à la façon d'un appareil psychique élargi, notamment lorsque les projections sur le leader, les identifications latérales, les investissements narcissiques deviennent à ce point importants que l'individu y perd un peu de ses régulations personnelles. Le groupe se substitue en partie à son propre appareil psychique en remplissant certaines fonctions dans une organisation où les enjeux, les conflits, les identifications, les pulsions sont non seulement ravivés, mais soumis à une relecture, à un nouveau travail psychique au sein d'une nouvelle configuration de l'espace. Les modalités du dedans-dehors, du moi-non-moi, du moi-autre se transforment pour devenir dorénavant des modalités groupales, ce qui affecte profondément l'individu et modifie son rapport à lui-même, son rapport à l'autre, son rapport à ses normes et interdits individuels. Dans les cas de dérapage violent de groupes que nous avons étudiés, la membrane constituée par le groupe semble permettre aux individus de délaisser ces processus de contrôle personnel, intériorisés, et de s'abandonner à la dynamique d'un nouvel appareil psychique. Toute la question des idéaux et des interdits sont maintenant ceux du groupe. Ce nouvel espace psychique donne lieu à une relocalisation du lieu du mauvais, de l'autre, du non-moi, et de façon réciproque du lieu de l'introjection du bon, de l'intérieur, du moi. Une des conséquences est que l'autre n'est plus tant un autre semblable, mais un autre non-moi. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer en détail tous les éléments dynamiques en cause dans ces régressions groupales menant à la violence. J'ai un beau diagramme que je voulais projeter juste pour vous faire peur, dans lequel il y avait une vingtaine d'éléments avec des belles flèches. C'était très beau. mais en réalité, je n'en parlerai pas. Ce n'était pas pour en parler, c'était juste pour vous impressionner. Mais une des composantes les plus manifestes, c'est que cela exacerbe une forme de clivage dans laquelle ce qui est à l'intérieur est bon, valable, idéalisé, et en corollaire, une tendance à expulser, projeter en un autre externe ce qui est mauvais, indésirable, impur. Cette forme de régression groupale a donc 2 conséquences évidentes. La création d'un être externe, et cela peut être un groupe, une société, une race, une idéologie, un parti politique. Un être externe dépositaire de ce qui doit être refusé et nié. Et donc, ultimement, va créer un ennemi à détruire. Et parallèlement, provoque une sorte d'auto-narcissisation, d'auto-idéalisation qui met l'individu et le groupe au-dessus des normes sociales, au-dessus de la loi.
Et nous abordons ici le deuxième élément du fanatisme dont je veux parler, cette inversion de la position habituelle qui fait qu'un individu maintient habituellement sous contrôle ses pulsions violentes, ses désirs grandioses, au profit d'un autre type de fonctionnement dans lequel les interdits n'ont plus autant d'importance que les idéaux partagés. Et lorsque certains leaders savent se servir de traumas passés vécus par un groupe, vécus par une société, lorsqu'ils réussissent à stimuler une organisation groupale dans laquelle chacun se sent partie d'un tout, chacun se sent partager les mêmes idéaux, l'identité personnelle des individus peut en venir à se confondre à l'identité du groupe. L'appareil psychique élargi prend le pas sur l'appareil psychique individuel. Et dans ces conditions, la conscience morale individuelle ne fait plus le poids devant la légitimité que le groupe accorde à l'action violente. Une étincelle, souvent allumée par un leader, réussit alors à mettre le feu aux poudres. Le dérapage est maintenant possible. Et, petite parenthèse, le 1er août 1929, à la radio, un certain Adolf Hitler dit ceci: « Il n'y a que deux choses qui puissent unir les hommes, des idéaux communs et des crimes communs. » Et nous sommes exactement dans le fanatisme. Et cette notion d'idéaux communs me ramène donc à mon deuxième point, que je décrivais comme l'inversion de deux instances psychiques, où d'un côté une instance responsable des interdits, des normes, des régulations, et d'un autre côté un autre aspect qui contient plus ou moins inconsciemment des idéaux grandioses. Chez le commun des mortels, il y a donc un surmoi ordinaire qui est fait de l'intériorisation des interdits, des normes. Depuis l'enfance, on intériorise les valeurs familiales, les valeurs de la société dans laquelle on vit. Ces interdits visent les pulsions, la violence, certains agirs sexuels, mais aussi la grandiosité. Certains idéaux plus ou moins grandioses sont toujours présents en nous, toujours là, plus ou moins consciemment, mais contenus adéquatement, de façon à ce qu'on ne soit pas contraint de les agir, à ce qu'on puisse trouver toutes sortes de satisfactions substitutives, correctes, dans le jeu, dans le rêve, dans le fantasme, dans les sports. Dans la pensée fanatique violente, dans les groupes sectaires violents, dans les groupes terroristes, que montrent mes recherches. L'analyse des propos des jeunes radicaux, des jeunes terroristes, tout comme celui des génocidaires hutus, laisse voir comment structurellement se produit une inversion drastique de l'investissement de ces deux instances et par conséquent une réduction de l'effet régulateur du surmoi. L'investissement du moi idéal, le désinvestissement du surmoi permettent de diminuer et même d'évacuer les convictions morales habituelles, permettent à l'individu de se considérer comme étant au-dessus des lois. Ces gens connaissent les lois. Ils arrêtent le retour au feu de circulation. Ils ne sont pas fous. Mais lorsqu'il est question de leur idéologie politique ou religieuse, une idéologie qui a une fonction auto-idéalisante, auto-narcissisante, ces idéaux acquièrent une valeur telle que, comme un mouvement de fluide, tout l'investissement psychique porte sur les idéaux au détriment des interdits et des normes sociales. Alors, comme ce membre des Brigades Rouges interviewé par Bibi Taranteli, ils peuvent dire « Je sais, c'est bien triste d'avoir ainsi tué des femmes et des enfants par cette bombe, mais que voulez-vous? C'est le prix à payer pour faire avancer la cause. » Ainsi, la cause est grandiose. Je suis grandiose. La cause est plus importante que la loi. Je suis au-dessus des lois. Je suis admiré, je suis immortel, pour ainsi actualiser la cause. La voix du surmoi, qui habituellement inhibera l'expression de la violence, n'a plus d'importance devant le gain narcissique, devant le chant des sirènes du moi idéal. Bien évidemment, l'identité grandiose qui en découle est fortement soutenue par le discours politico-religieux de bien des groupes terroristes notamment, actuels, qui savent proposer cette illusion. Mais même chez les Brigades Rouges, qui n'avaient pas un discours religieux, la cause tenait lieu d'idéal grandiose qui les mettait au-dessus des lois. Quelles sont les conséquences chez un fanatique violent de ce type de renversement? D'abord, en retirant sur soi, sur son idéal, sur son groupe d'appartenance, toute
la valorisation narcissique de ses idéaux grandioses. L'autre, celui à l'extérieur du groupe, perd graduellement sa valeur d'autre semblable. Il perd son statut de sujet. Processus qu'on voit souvent actualisé par le mépris qu'on entend chez les jeunes fanatiques ou les jeunes radicalisés. Le mépris du jeune fanatique violent qui dit « ce n'est pas moi qui vaux rien, ce sont eux, les mécréants, les impies, les impurs. Puisqu'il ne vaut rien, sa vie ne vaut rien. » On le voit, un tel discours laisse entrevoir une souffrance sous-jacente qui est niée. Est-ce que ce renversement ne serait dû qu'aux pulsions destructrices de l'individu? J'avance plutôt la proposition suivante que mes recherches mettent en lumière. Il existe au préalable, chez ces fanatiques, et tout particulièrement les fanatiques violents et radicaux terroristes, un type de souffrance qui doit être nié, compensé, renversé par des processus auto-idéalisants et désubjectivants. Et l'ultime retournement, c'est l'utilisation de la destructivité. Ce que j'ai vu très clairement chez des individus que nous avons pu étudier, donc, c'est l'existence de ce désarroi narcissique identitaire qui doit être compensé radicalement parce qu'il ne peut être toléré psychiquement. Il s'agit pas je ne parle pas d'un diagnostic, ni d'un diagnostic psychiatrique, ni quoi que ce soit, mais d'un type de souffrance qui doit être évité à tout prix. Et sans présumer de la source première de cette errance identitaire, de ses racines, donc nous avons pu voir chez nombre d'entre eux des signes de désorganisation identitaire, de sentiment d'insignifiance, de recherche d'une identité d'emprunt, bien avant leur geste destructeur, bien avant ce qu'il est convenu d'appeler leur radicalisation. À titre d'exemple, l'homme que je ne nommerai pas, qui a attaqué le Parlement d'Ottawa et tué un militaire en 2014, était un jeune homme qui avait été aux prises avec toutes sortes de problèmes individuels. 3 ans avant son attentat, il se présente à un poste de la Gendarmerie royale du Canada. Il demande à être arrêté pour un vol qu'il aurait commis plus de 10 ans auparavant. Sans preuve, les policiers le relâchent. Quelques heures plus tard, il attaque un restaurant McDonald's avec un bâton et il est alors arrêté. Il est facile, après coup, de déceler dans cette demande le signe d'un désarroi, le signe d'un appel à l'aide, d'une demande de contrôle externe, d'une demande de contenance, d'un appel à l'aide qui s'ignore. Mais même lorsqu'une telle crise est moins évidente, il est la plupart du temps possible de retrouver les signes d'un adolescent ou d'un jeune adulte en quête de sens, en recherche d'une identité à revêtir comme on revêt une veste. Ainsi désignifié, au détour d'un journal télévisé se présente soudain à eux une cause grandiose, promesse d'une identité grandiose. D'une pierre deux coups, l'adhésion et même le fusionnement à cette cause procure non seulement cette identité et ce sens qui faisaient tant défaut, mais sa promesse de grandiosité renverse complètement le sentiment déprimant de cette carence identitaire narcissique. Presque magiquement, ces jeunes hommes, bien que certaines jeunes femmes soient aussi attirées, ces jeunes hommes traversent alors une série de retournements psychiques qui marqueront la solution violente. Retournement du passif en actif, retournement de l'insignifiance en signification, retournement de la petitesse en grandiosité, surinvestissement du moi idéal, projection de sa propre insignifiance sur l'autre, l'impur, l'ennemi, et ce qui rendra possible l'acte destructeur. Ils croient se trouver alors qu'ils se perdent. Et là où on peut revenir à la question des pulsions et des pulsions de mort, c'est de comprendre que lorsque l'errance identitaire est extrême, il peut se produire une diffusion pulsionnelle qui laisse libre cours à la pulsion de mort de 3 façons. Une première façon, dirigée vers l'extérieur, expulsion de la partie en souffrance, projection sur les autres qui deviennent alors les représentants de ce qu'ils fuient en eux. Les autres sont des dépravés, des impies, des gens sans idéaux, sans valeur, dévoyés, minables, qui est justement ce qui doit être fui, ce qu'on doit fuir à l'intérieur. Il s'agit de détruire au dehors ce qu'ils ne peuvent tolérer au dedans. Puis, si comme André Green, on voit la pulsion de mort comme une pulsion essentiellement désobjectalisante ou dans un langage plus ordinaire, attaquant essentiellement les relations,
Ces pulsions mortifères vont déqualifier ces autres impies, infidèles. Ils ne seront plus des autres semblables, ils n'auront pratiquement plus le statut d'humain, on pourra les écraser comme on écrase des coquerelles. Troisième effet de cette désorganisation nous amène à réfléchir au fait que plusieurs fanatiques terroristes des dernières années semblent indifférents à la mort, sinon semblent la rechercher. Le fait de ne pas être effrayé par la mort pour le commun des mortels, c'est incompréhensible. Et pour les forces de l'ordre, c'est un obstacle incontournable. On peut discuter avec quelqu'un qui veut vivre, pas avec quelqu'un qui souhaite mourir. Et j'ai déjà expliqué que pour le moi idéal, grandiose, mourir n'est pas mourir. Mourir, c'est l'immortalité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris la décision depuis quelques années de cesser de nommer les terroristes, pour ne pas les immortaliser devant des gens qui seraient attirés par cette solution. Mais la dernière proposition que je fais aujourd'hui est une proposition métapsychologique qui sera publiée dans un chapitre qui sortira en janvier. L'hypothèse d'une dégradation ultime de la souffrance narcissique identitaire, provoquant la déliaison pulsionnelle, libérant une forme de destructivité non contenue, un processus de désobjectualisation ultime de soi, qui est, à mon sens, une des manifestations que l'on peut le plus clairement rapprocher de ce que Freud tentait de rendre par son concept de pulsion de mort. Nous aurions affaire à des gens qui, dans un premier temps, deviennent des fanatiques pour chercher à renverser leur errance identitaire, mais cette solution échoue. Alors, plutôt que de subir à nouveau cette radicale mort psychique, ils en seront les maîtres. Ils seront les maîtres de la mort, ils seront les maîtres de leur mort. Merci. Alors, nous allons avoir une brève période de questions, puisqu'on a déjà pris un petit peu de retard. Alors, y a-t-il des questions pour M. Brunet? Quelle serait, à ce moment-là, est-ce qu'il a une porte de sortie, là? Il semble ne pas y en avoir. Il adopte une sorte de personnalité transitoire que le groupe génère pour une raison qui est difficile à comprendre, là. Mais il me semble que si on suit ce personnage-là, ce fanatique, on dirait qu'il n'a pas d'issue. Quelle est l'issue? Est-ce qu'il y en a une issue pour ce fanatique? Est-ce que le fanatique, autrement dit, peut se défanatiser? Est-ce que ça arrive? Oui. Alors, d'une part, j'ai voulu apporter aujourd'hui 3 points qui sont issus de mes travaux. J'aurais pu en prendre seulement un, mais j'ai essayé de regrouper 3 éléments ensemble qui se potentialisent. Parce qu'évidemment, les gens qui ont fait l'émeute sur la rue Sainte-Catherine, je ne prétends pas que ce sont des terroristes, mais je voulais montrer la puissance de certains phénomènes groupaux. Aujourd'hui, bien entendu, et j'en parlais avant la journée ici à une collègue, le groupe peut être virtuel aussi. On s'entend que quelqu'un qui voit à la télé ou qui cherche sur Internet, il peut trouver son groupe d'appartenance et peut subjectivement penser appartenir à un groupe, bien entendu, mais ce n'est pas la même chose que le phénomène de régression groupale dont je décrivais, mais je pense qu'il faut tenir compte de cet aspect-là. Donc, ces 3 points qui sont à la fois séparés, mais qui se potentialisent. Je pense que dans bien des cas, le dernier point que je voulais amener, c'est qu'autour de la souffrance, c'est que je pense que souvent, et dans les médias et dans ce qu'on parlait tantôt même du centre ici sur la radicalisation menant à la violence, c'est que, je vous donne un exemple, on commence à parler de prévention au moment où quelqu'un fait des recherches sur Internet pour savoir comment fabriquer une bombe. Moi, quand je parle de prévention, je parle de quelque chose qui se passe avant. Je passe parce que quelqu'un qui recherche à ce moment-là une solution de ce type-là sur Internet, c'est déjà le signe, c'est déjà une tentative de trouver une solution à quelque chose.
OK, qui est désorganisant pour lui. Et je pense que c'est là qu'il faut être capable de percevoir et de dépister ou de faire une prévention. C'est dans la capacité que nos sociétés ont à ne pas laisser des jeunes en errance identitaire, à ne pas laisser des jeunes à la recherche de toutes sortes de solutions. Et un jour, la solution qui se présentera à eux sera une solution radicale violente. Hein? Ça, c'est un point pour moi qui me semble important et qui me semble tellement négligé actuellement dans le discours sur la prévention. Il y a le mot prévention dans le centre de prévention de la radicalisation, mais le P devrait en enlever en réalité du titre de cette organisation. Parce que la prévention, ce n'est plus la prévention à partir du moment où quelqu'un est en train de fabriquer une bombe. On prévient un geste, on ne prévient pas la radicalisation. C'est le point que je veux apporter. Et donc, on a tout intérêt à savoir, et que plein d'intervenants partout, pas juste des psychologues, mais des gens qui sont dans toutes sortes de milieux, des milieux scolaires, au cégep, mais comprendre qu'un jeune en errance identitaire, qu'un jeune qui se cherche, qui est perdu, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à lui, mais attention, il peut y avoir la solution violente. Hein? Et on avait, dans le passé, et peut-être ça va parler un peu de mon âge, mais on avait, par exemple, les jeunesses chrétiennes ou des organisations comme ça, religieuses. Les scouts, voilà, merci, tu me sauves un peu pour mon âge. On avait des scouts ou toutes sortes d'organisations qui avaient une espèce de puissance groupale, dont je parle, mais qui avait la potentialité d'amener des jeunes vers des phénomènes, des phénomènes identitaires et narcissiques qui allaient s'inscrire non pas dans la violence, mais dans des idéaux qui pourraient, par exemple, s'inscrire sur aider les gens, faire des... Bon, on a des choses, on a Équiterre, on a Greenpeace, on a des équivalents, mais il reste qu'il y a toute une catégorie de jeunes qui ne trouvent pas leur lieu d'appartenance. Et ces gens-là, ces jeunes sont en difficulté. Il ne faut pas attendre qu'ils choisissent une solution violente. Alors, c'est une partie de la réponse à votre question. L'autre partie, c'est une fois qu'on a choisi la radicalisation violente. J'avais un prof qui disait qu'une fois qu'on a commis un geste violent, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est un prof qui a toujours travaillé dans la criminologie et c'est pas pour rien, par exemple, des groupes de rue, des gangs de rue, pour en faire partie, on leur demande de poser un geste. On leur demande de commettre un crime, on leur demande de tuer quelqu'un ou des choses comme ça. Parce que, même sur le plan psychique, ça signe une espèce de point quasiment de non-retour. Et c'est beaucoup plus difficile. Je ne pense pas que ce soit impossible. Et je supervise actuellement des psychologues qui font de la psychothérapie avec des jeunes qu'on dit radicalisés. Et on voit qu'à partir du moment où on réussit à atteindre avec eux cette souffrance qui est complètement cachée, complètement niée, à partir de ce moment-là, on a l'impression que ça peut bouger. Mais je pense qu'on est pris avec... Je continue à penser un peu comme mon prof que lorsqu'il y a un geste important qui a été commis de violence, et une bombe ou quelque chose comme ça, c'est très difficile de revenir en arrière. Alors, on va prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui. Lauriane. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça va. Oui. J'aimerais savoir... Prends le micro. Plus maintenant. OK. Dans le fond, j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait appliquer votre théorie par rapport aux personnes radicalisées par le syndrome de Stockholm? La particularité du syndrome de Stockholm, c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur, qui avait été compris il y a très, très, très longtemps par Anna Freud, mais qu'on pourrait reprendre aussi avec d'autres concepts. C'est qu'il est relativement, ça paraît contre-intuitif, mais il est relativement facile de s'identifier à ce qui nous terrifie.
Et donc, c'est pas exactement ce que je décris, mais bien entendu, pourquoi on pourrait poser la question, je vais l'élargir. J'ai quoi, 3/4 d'heure, une demi-heure? On pourrait l'élargir parce que pourquoi quelqu'un serait attiré par une solution violente plutôt qu'un autre type de solution dans une errance identitaire? Et là, on s'aperçoit que quelquefois, effectivement, dans l'histoire de certains jeunes individus, il y a quand même eu des situations où ils ont été, par exemple, humiliés, ils ont été dans une famille où le rapport, par exemple, au père pouvait être extrêmement drastique, extrêmement humiliant. Et donc, il peut y avoir, par identification à l'agresseur, une espèce d'aimantation qui va attirer quelqu'un vers des solutions un peu violentes en renversement de ce qui a été vécu. Donc, j'en ferai, si on veut, un 4e élément de mon propos, mais qui demanderait un plus grand développement. Donc, l'identification à l'agresseur. Je le prends sous l'angle de l'identification de l'agresseur, ce que vous apportez, le syndrome de Stockholm. Donc, qui est un élément qui peut s'ajouter comme étant une condition favorisant la violence, aimantant vers la solution violente. Merci de votre question. Eh bien, merci, Dr. Brunet.